franchement, partir en week-end vendredi à 15h, c'est vraiment pas dans mes habitudes. Faut vraiment que tu changes de job, toi. Je vais être désespéré au point de devenir agent immobilier. Alors déjà, je suis pas agent, je suis conseiller immobilier IAD. Je viens de co-animer une POA géante. Ça a déjà contribué à changer des centaines de milliers de vies. IAD, c'est pas qu'en France. On se développe partout dans le monde. L'école à 5 minutes en trottinette. Elle assure ou pas, maman? Avec Bien Ici, projetez-vous vraiment dans votre recherche IMO. Bonjour à vous et merci d'être venus aussi nombreux. Je vois qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Pour une première, pour moi, ça va être un peu stressant, mais on va essayer de faire en sorte que ça marche bien. Je me présente et après je vais laisser les invités se présenter. Je m'appelle Cédric Dossou, je suis le responsable e-learning du campus, un service de formation en ligne de chez Imo2. Donc voilà, je vais laisser les invités se présenter rapidement et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Moi, je suis Florian Mas, cofondateur d'Imo2, donc le média des professionnels de l'immobilier qui s'intéresse à la nouvelle technologie et à l'immobilier, et aussi cofondateur du campus Imo2. Bonjour, je suis Cyril Cazot, je suis le directeur des agences immobilières Lyon Rose, donc sur Lyon et l'Est lyonnais. Du coup, j'ai 5 agences et une trentaine de commerciaux. Moi, je m'appelle Idriss Rira, je fais de l'investissement locatif clé en main depuis 2017. Je poste aussi régulièrement sur LinkedIn à propos d'immobilier et de notre métier. Et depuis peu, je rédige les posts LinkedIn des conseillers immobiliers. Voilà. Et moi, je suis Vincent Lecamus, du coup, je fais aussi partie de l'équipe Imo2. Et voilà, je suis là pour parler de formation immobilière. Et juste pour petite information, Cyril est aussi formateur et a des formations excellentes. Et Idriss est aussi formateur et a des formations excellentes chez nous. Parfait, merci pour la présentation. On va rentrer dans le vif du sujet et aujourd'hui, on va parler de demain. Et le vrai sujet, c'est donc l'agent immobilier demain va être confronté à beaucoup de changements et quelles sont les compétences dont il va avoir besoin pour affronter ces changements et affronter l'avenir. Donc on va faire l'exercice aujourd'hui, si vous le voulez bien, le public et les invités, de se mettre dans la peau de l'agent de 2030 et se dire comment il doit être, qu'est-ce qu'il doit avoir comme compétences pour vraiment performer. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer par le premier point qui sera les soft skills. Alors, je vais déjà présenter ce que c'est les soft skills. Désolé pour l'anglicisme. En fait, on parle de soft skills quand on parle de compétences humaines, tout simplement. En fait, c'est le savoir-être. Et on va commencer par ça. Et je vais vous poser une question. C'est, selon vous, en 2030, c'est quoi comme compétences qu'on doit avoir au niveau des soft skills, au niveau des compétences comportementales, au niveau du savoir-être humain? Je laisse la parole à Vincent. Moi, je peux commencer, mais j'ai peur de voler la phrase de Cyril. On a débriefé genre 2 minutes avant de monter. Mais sur la partie soft skills, je pense vraiment que la plupart des compétences de demain seront déjà celles d'aujourd'hui.
Donc tu me voles ma phrase. Tout à fait. Je suis désolé. J'espère que tu as d'autres choses à dire. Débrouille-toi pour la suite. Non, mais la réalité, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, le métier d'agent immobilier, il n'est pas forcément basé sur... Enfin, en tout cas, il est sur l'accompagnement des gens. Et dans 30 ans, dans 15 ans, ce sera toujours pareil. Ce sera d'accompagner des propriétaires vendeurs ou qui mettent leurs biens en gestion locative et d'être à l'écoute active d'ailleurs, je précise, parce qu'on m'a dit de le préciser. Mais ça va être tous ces sujets-là, de la rigueur, savoir écouter les gens, savoir les accompagner. Et ça, je suis pas persuadé que ça change énormément avec les outils. Les outils feront une partie du job, mais ce sera toujours à l'agent immobilier de vérifier et d'être la personne qui est l'être humain qui accompagne d'autres êtres humains dans un moment qui est très anxiogène pour eux. Je ne sais pas si vous voulez compléter. Oui, moi je suis forcément d'accord avec toi vu que tu m'as piqué ma phrase. Moi c'est vrai que quand j'ai vu le thème de la table ronde, je me suis dit les compétences de demain c'est un peu les compétences d'hier. Et c'est vrai que sur les compétences humaines, pour moi je ne vois pas de changement majeur aujourd'hui. Évidemment qu'on sait que notre métier c'est une multitude de compétences. Évidemment, de plus en plus digital, de plus en plus d'outils, je pense qu'on va y venir. Oui. Mais en tout cas, sur les relations humaines, comme dit Vincent, avant tout, c'est des gens qui ont un projet, qui ont une problématique, et face à eux, un professionnel qui a normalement toutes les billes en main pour que ça se passe du mieux possible. Et donc voilà, évidemment, écouter, comprendre, faire une découverte client, enfin voilà, ça c'est des choses pour moi qui ne changeront pas en 2030 par rapport à aujourd'hui, et heureusement, sinon notre métier n'existerait pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Florian, par rapport à tout ça ? Moi, si je voulais rajouter un point sur ça, je sais qu'on parle souvent et qu'on cherche, on parle beaucoup de performance de plus en plus, qu'on veut des agents immobiliers performants, des conseillers. On met beaucoup l'accent sur la performance comme critère de réussite dans l'immobilier. Et c'est assez marrant parce que je voyais il y a quelques jours sur LinkedIn une vidéo de Simon Sinek. Simon Sinek, qui est un peu le précurseur du why, du pourquoi dans l'entreprise, qui a fait beaucoup de TEDx à ce sujet, et il parlait dans une vidéo, il expliquait en fait qu'il avait travaillé avec les US Navy Seals, et il leur demandait un petit peu quelles étaient les attentes du chef des Navy Seals quand il recrutait des gens pour le terrain, et il créait un graphique qui comparait la performance et la confiance, et il expliquait ce recruteur des Navy Seals que certes, pour être un agent d'élite, il fallait de la performance, mais sans la confiance, ça fonctionnait pas. Si on avait un tireur d'élite qui ratait jamais sa cible, mais qui lâchait son coéquipier sur le terrain à la moindre problématique, ça posait un problème, alors qu'il fallait peut-être mieux que des fois il rate son tir dans certains coups, mais qu'il soit toujours là pour ses coéquipiers quand il y a un problème. Et c'était assez intéressant, je trouvais, parce qu'il disait on a tendance dans les entreprises à chercher toujours des agents ou des gens performants, mais peut-être qu'il faut des gens avec un peu moins performants, mais sur lesquels on peut compter, sur lesquels on peut créer une équipe. Et moi, dans mes soft skills, tu vois, ça sera ça que je retiens, c'est la confiance, avoir des gens de confiance, que ça soit pour les clients, parce que c'est ce que cherchent les clients, c'est être accompagné et avoir confiance. Peu importe que la personne connaisse pas l'article 48 de la loi Carrez, au final, c'est pas très grave si la personne inspire la confiance et puis est capable d'aller se renseigner. Et puis aussi la confiance dans les équipes. Quand on est dirigeant d'agent, manager, on veut pouvoir avoir confiance dans ses équipes. Et je pense que c'est là aussi que naît la performance, c'est dans le travail d'équipe. Donc moi, mon soft skill, ça sera la confiance. Parfait. Je rebondis un peu là-dessus parce que je trouve ça hyper cool. Le sujet intéressant derrière ça, c'est surtout la fiabilité. C'est de pouvoir se fier aux gens. Ouais, exactement. Quand je dis avec confiance, qui tu travailles. c'est la fiabilité. Ouais. Et du coup, pour moi, je pense au niveau du client, je pense que la première chose que recherche un client, c'est de la fiabilité. C'est que son agent immobilier soit fiable et qu'il puisse lui dire les choses quand elles doivent être dites. Et je pense qu'il y a un sujet qui est dont on parle de plus en plus, en tout cas qu'on tourne comme ça de plus en plus et qui arrive avec les outils et qui sera très demandé demain, qui va avec la fiabilité, c'est la transparence. C'est la capacité à être transparent sur les chiffres, sur les changements de marché et sur l'accompagnement. Et on veut des agences immobilières et des agents immobiliers qui sont vrais, naturels et qui disent vraiment les choses telles qu'elles doivent être dites, parce que sinon il peut se faire rattraper par les outils et la masse de données et d'auto-formation que peut avoir un client aujourd'hui sur le marché, et ça va aller en s'accélérant au fur et à mesure des années, à mon sens.
hyper intéressant. Vous avez commencé à parler d'un sujet dont on va parler tout à l'heure, qui est la technique aussi, qui est le deuxième volet, pour le coup, qu'on va aborder. Mais avant, je vais juste entendre Idriss par rapport à ça. Je me suis dit, on passe au deuxième point, et puis voilà, quoi. Ils m'ont sauté. Alors, moi, juste une question, parce qu'on parle de soft skills. En fait, ce dont on parle, c'est de savoir-être. Là, juste dans le public, levez la main, les conseillers, chasseurs, agents immobiliers. Voilà, on est quand même très nombreux. Nous tous, moi aussi, je suis un chasseur. On a tous l'impression que ce qui nous différencie, c'est nos services, nos honoraires. En réalité, nos clients, déjà en 2022, et c'était déjà le cas il y a 10 ans, ils nous choisissent uniquement pour notre personne, c'est-à-dire pour notre savoir-être. Ça, c'est sûr. En 2030, il y a une chose qui ne va pas changer, ça sera toujours le cas. Malheureusement, je trouve qu'on est très inégaux face à ça, parce que le savoir-être, alors c'est pas une formule, mais malheureusement, c'est soit tu l'as pas. Il n'y a pas de formation pour ça. Un point, par exemple, On va en créer. Voilà. Bon, c'était le moment. Une des qualités, par exemple, quand on parle dans le savoir-être, mais il y en a plein, par exemple, c'est l'écoute. Et je sais de quoi je parle parce que moi-même, j'ai des problèmes d'écoute. Moi-même, en tant que professionnel, moi, je sens déjà que j'ai du mal à écouter. Et ma femme aussi le dit. Mais ça, c'est un autre problème. Enfants, ça, c'est pour ça. Tu vois. Et que en 2030, pour 2030, en fait, si vous pouvez, la seule chose que vous pouvez impacter, parce qu'on ne sait pas ce que sera le marché en 2030, et on ne sait même pas ce que sera le métier dans 8 à 10 ans, parce que qui pouvait prédire ce qui allait se passer maintenant en 2012, voire même l'année dernière? Moi, je me rappelle, j'ai suivi une conférence l'année dernière où il y avait Vincent qui, à un moment donné, a dit vous verrez quand le marché va se retourner. Il y avait des conseillers immobiliers autour de moi qui étaient en train de se marrer. Ouais. Parce que quand on connaît le marché parisien, quand on nous parlait du retournement de marché, ça nous paraissait vraiment utopique. Hein. Bon, là, on est dedans. Et ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait pas en 2030 qu'est-ce que sera le marché, est-ce qu'il sera là comme maintenant, est-ce qu'il sera comme en 2017, qu'est-ce que sera notre métier, est-ce qu'il va y avoir des innovations technologiques. La seule chose sur laquelle on peut avoir un impact, c'est sur nous. Donc c'est sur nos compétences, mais par exemple sur le soft skills, ce dont on parle, comme le savoir-être, et je pense que c'est le plus gros enjeu, c'est le savoir-être par rapport à nos clients, parce que en définitive, c'est là-dessus que nos clients nous choisissent et nous choisiront encore pendant un long moment. Juste pour rebondir sur l'écoute, parce que c'est quelque chose qui revient souvent, c'est quelque chose que vous avez tous entendu. Il faut être à l'écoute active, etc. Et souvent, on a ce genre de réflexion où on se rend compte, moi aussi, je suis d'accord avec toi, des fois, j'écoute pas assez. Et en fait, je me suis rendu compte que j'écoutais pas quand je voulais prouver. C'est-à-dire que c'est un métier où on est à la fois obligé de convaincre tout le temps. C'est-à-dire qu'il faut à la fois convaincre le client qu'il passe par nous. Il faut le convaincre sur le prix, il faut convaincre l'acquéreur, il faut convaincre les notaires de mettre une date de signature demain. Donc c'est un métier où on est tout le temps en train de convaincre. Et quand on a besoin de convaincre, on a envie de faire ses preuves. Et donc des fois, quand on écoute, on a plein de tentations de caser ce qu'on sait faire, ce qu'on a raconté avant, ce qu'on a vécu, sauf que c'est pas le bon moment. Donc en fait, c'est juste là-dessus qu'il faut travailler, parce que l'écoute, vous l'avez tous, sinon vous ne feriez pas ce métier. Par contre, des fois, vous avez aussi l'envie de convaincre qui est trop pressante, et c'est pas juste le bon moment. Donc en fait, il faut garder ça pour vous, pas oublier ce que vous voulez dire, mais laisser le client finir, et du coup, c'est comme ça qu'on progresse en écoute. Et surtout que si tu veux convaincre, la meilleure manière de le faire, c'est d'être à l'écoute, parce que les arguments pour convaincre la personne, elle est dans ce que la personne est en train de dire. Exactement. Il y a un livre incroyable de Ne coupez pas la poire en deux, je sais plus qui c'est qui l'a écrit, mais c'est un ancien négociateur du FBI, qui faisait les plus gros trucs de terrorisme à l'international. Très bon livre, et en gros, au début, pareil, il voulait convaincre les mecs de pas tuer des otages, donc là on n'est pas sur les mêmes sujets de conviction. Presque. Et en fait, il disait on a développé une technique qui est basée essentiellement sur l'écoute active. Et après, derrière, tu déroules le truc pour emmener la personne où tu veux. Donc je pense que c'est vraiment la base des choses. Je rebondis sur le savoir-faire parce que je trouve ça hyper intéressant. Il y a un sujet qui est en train de totalement changer, je trouve, dans le savoir-faire. C'est que tu prends le truc il y a 20 ans, je vais dire. Il suffisait juste de dire bonjour, merci, au revoir et de passer un coup de téléphone et de savoir se comporter avec un être humain. Aujourd'hui, les méthodes de communication, elles ont complètement changé. Ouais. Le savoir-être sur WhatsApp, c'est pas du tout le même savoir-être que dans la vraie vie. Et ça, je pense que les outils évoluant, les logiciels travaillant en partie à votre place, il va falloir être au courant de ce qu'ils font pour justement avoir un savoir-être technologique et un savoir-être humain qui est lié à la technologie. Et la base du savoir-être de demain, c'est de savoir ce qu'a fait ton logiciel avant d'aller voir ton client. Parce qu'il s'est passé des choses, tu as eu des contacts, et en plus très souvent tu les personnalises, donc ça veut dire que c'est toi qui as eu des contacts
de sa vision. Et donc ça va être du savoir-être à recréer, à réinventer pour pouvoir s'adapter à toutes les automatisations qui sont en train d'être mises en place par les outils que vous utilisez. Pour moi, ça, c'est une évolution du savoir-être. On s'est déjà parlé sur WhatsApp, on a échangé 18 messages. Et ça rejoint, moi, effectivement, une chose que j'ai notée. Et pour moi, c'était pas forcément la confiance pour le savoir-être, mais c'était la curiosité. Je pense que c'est vraiment quelque chose que tout le monde doit développer parce que ça va vraiment apporter, ça va vraiment être un game changer avec tous les outils qui commencent à arriver sur le marché, avec toute la digitalisation qui se fait sur le marché. Si on n'est pas curieux, on va pas forcément avancer avec les nouveaux outils et c'est vraiment dommage pour le coup. On va enchaîner sur la deuxième partie. Pour le coup, on a beaucoup parlé de soft skills. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit. C'était hyper intéressant. On va parler maintenant de hard skills. Hard skills, c'est pas l'inverse, mais c'est l'autre pan des compétences. On parle de hard skills quand on parle de compétences techniques. Donc, on va refaire le même exercice. Pour vous, aujourd'hui, quelles sont les compétences techniques que l'agent immobilier de 2030 va avoir besoin? On peut commencer avec toi, Cyril, pour le coup. Dans technique, tu inclus la technologie? J'inclus la technologie, à toi de développe comme tu veux. Je te laisse. Après, on est tous d'accord pour dire que c'est le salon immobilier nouvelle technologie. Oui, voilà. Mais un peu de technologie. Je te donne un indice. Ça marche. On est tous d'accord pour dire que les rapports humains, on n'imagine pas qu'ils puissent changer. Par contre, comment on rentre en contact avec les gens? C'est là-dessus où, pour moi, il va avoir. On a tous du boulot et c'est là où il va y avoir une plus grosse révolution. Parce qu'aujourd'hui, en fait, quand on est face au client, voilà, on l'écoute, on essaye de le convaincre, on a les arguments. Par contre, comment on va être face à lui? C'est là-dessus où il va falloir progresser, parce que la prospection telle qu'on la connaît aujourd'hui, que ce soit de la pige avec Blocktel, c'est de plus en plus compliqué, que ce soit du boitage avec Stop Pub, ça va être bientôt compliqué. Donc en fait, ça va surtout être comment j'arrive à acquérir des nouveaux clients, des leads. Et donc c'est la technologie qui va nous aider à ça. Parce qu'un commercial, il sera toujours bon face à un client. Par contre, il ne sera pas forcément bon à traiter une page Excel de client, à traiter un logiciel CRM, etc. Donc c'est là-dessus comment on va réussir, même si on n'est pas technologique, même si on n'est pas à l'aise avec la technologie, à l'aise avec la data, avec les stats sur Facebook, sur Insta, etc. Comment je vais réussir à faire en sorte d'être face au client, et c'est là où ça va se jouer. Et pour moi, c'est le rôle de l'agence immobilière de demain, ça va être d'amener le plus de contacts à ces commerciaux. Moi, je me suis rendu compte que dans mes commerciaux, il y avait toutes sortes de performances et de qualité, mais par contre, ils ne sont pas tous au même niveau, et il y a certains, ils ne sont pas du tout à l'aise avec l'outil digital. Par contre, face à un client, c'est des tueurs. Donc en fait, moi, mon boulot en tant que patron, ça va être de faire en sorte qu'ils aient des contacts créés par l'agence. Je rebondis là-dessus parce que moi je l'ai formulé un petit peu différemment cette compétence, mais c'était la même idée. Je l'avais appelé le gross hacking parce que quand je listais un petit peu les compétences, j'étais aujourd'hui l'agent immobilier ou d'aujourd'hui de demain, il doit maîtriser les réseaux sociaux, l'emailing, enfin tout un tas de canaux. Mais au final, je pense que le terme gross hacking, qui est la croissance par le hack en français, résume bien parce que je pense que demain le hack, c'est pas français. Le hack, on est encore en anglais. C'est en fait pirater sa croissance. Ouais, pirater sa croissance. Ça résume bien un peu ce panel de compétences que doit avoir un professionnel de l'immobilier de demain, c'est-à-dire de savoir à tout moment quel canal de communication activer pour avoir la meilleure performance. Hier, c'était Facebook. À un moment Instagram, peut-être demain ça sera TikTok en réseaux sociaux, mais peut-être que ça sera l'emailing. Bref, il faut savoir jongler avec tous les outils pour pas tout faire, parce qu'aujourd'hui c'est plus vrai qu'on peut être bon partout. Même nous qui sommes des gars du digital, on n'est pas bon sur Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn. On fait des choix à des moments de canaux de communication, de leviers, en fonction du moindre effort pour le meilleur impact. Et je pense que ça c'est une compétence de l'agent immobilier de demain, c'est de savoir où aller chercher le contact en fonction de ce qui marche actuellement, mais aussi comme tu disais, de mes affinités. Si les réseaux sociaux, je déteste ça, j'ai d'autres leviers potentiels et c'est pas vrai qu'il y a qu'une bonne solution. Donc moi j'avais résumé cette compétence que je trouvais cool en gross hacking, tu vois, un peu cet esprit de hacker, de pirate de la croissance. Qui nous représente bien finalement. Mais ce que j'ai bien aimé dans ce que tu disais, c'est de mettre en pratique quelque chose sur lequel on va avoir beaucoup de résultats avec peu d'efforts. En finalité, c'est suivre la règle des 80-20. C'est vrai qu'on
il y a beaucoup de choses sur lesquelles aujourd'hui on met beaucoup d'efforts pour très peu de résultats et on a du mal en fait à se mettre de l'autre côté de la barrière, c'est de se dire non, je mets beaucoup moins d'efforts et je cherche à avoir beaucoup plus de résultats. Donc ça c'est un élément qui est hyper intéressant. Je te laisse... Ouais, parce que je suis d'accord avec ça et je pense qu'il y a un outil qui découle de tout ce que vous venez de dire et qui est mon rêve en tant que personne qui essaye d'influer les agents immobiliers sur les bonnes pratiques, c'est de maîtriser vos indicateurs clés de performance. C'est-à-dire de piloter votre boîte avec des chiffres, de savoir qu'il y a tant de mandats qui sont rentrés, normalement ils devraient sortir en tant de temps, normalement un mandat comme celui-là il fait tant de contacts, pourquoi j'ai moins de contacts, il est où le problème, et de piloter votre boîte en maîtrisant ça. Déjà, ça va vous mettre beaucoup plus confortable. Aujourd'hui, en fait, la tech, elle arrive tellement, les KPI, on les crée pour vous, mais c'est vous qui devez définir vos KPI donc KPI, c'est indicateur clé de performance pour savoir où est-ce que vous allez et si les choix que vous faites sont les bons. Et après, on viendra justement au sujet que vous évoquiez tous les deux, c'est-à-dire, ok, ce KPI-là, il commence à battre de l'aile. Pourquoi ? Aujourd'hui, Facebook, peut-être que ça amène moins de profils qu'avant sur tel ou tel sujet. Et c'est que comme ça que vous allez pouvoir anticiper, creuser. Et là, on revient à la curiosité, à l'adaptabilité, d'aller chercher la bonne chose. Mais tout commence par maîtriser ces chiffres, savoir exactement en combien de temps, comment son entreprise allait gérer pour pouvoir avoir un business qui est pérenne, regarder les chiffres et évoluer en fonction de ça. Et à mon avis, c'est la base du gros hacking et de la... Et juste sans rentrer dans les sujets, comment tu fais pour définir un bon KPI du coup ? Je pense que c'est une question peut-être qu'auront les... Tu poses un peu trop de questions. Je m'y attendais pas, je suis pris de court. En fait, tout simplement, parce que après c'est vrai que ça peut paraître vague et ça peut paraître très compliqué, mais déjà il faut que vous sachiez d'où viennent vos mandats. En fait, parce qu'on a toujours une idée, ouais, je pense que moi, mes mandats, c'est plus mon réseau, moi, c'est plus parce que je fais partie du club des commerçants, etc. En fait, c'est tout bête. Vous prenez votre liste de mandats et d'où ils viennent. Par contre, il faut que vous ayez 4-5 catégories, sinon vous allez en avoir 15. Une catégorie, c'est l'image de l'agence, parce qu'elle est là depuis 20 ans. Une catégorie, c'est mon réseau perso. Une catégorie, c'est mon réseau pro. Voilà, 4-5 catégories, c'est assez facile à faire. Et après, d'où viennent tous mes mandats ? Et déjà, ça va vous permettre déjà de savoir où il faut que vous vous concentriez, parce que vous ne serez jamais capable de tout faire. Enfin, une personne ne sera jamais capable de tout faire et d'exceller de partout. Sinon, vous passerez plus de temps en prospection, en recherche sur les réseaux sociaux que sur le terrain. Or, vous faites ce métier pour être sur le terrain et c'est là où vous performez. Faut pas oublier. Juste pour répondre à ta question, un KPI, il sert un objectif. Donc déjà, il faut définir un objectif, rentrer du mandat, tout simplement. Et après, c'est un chiffre. C'est un chiffre parce que vous devez savoir si oui ou non vous avez atteint ce chiffre, si ce chiffre il évolue. Il faut forcément que ce soit quantifiable. Et ça, c'est la base pour faire. Et je pense que la bonne approche, c'est celle-là. Si vous avez 0 KPI dans votre agence aujourd'hui, vous posez le nombre de mandats que vous rentrez par mois et vous sous-découpez pour piloter. Et vous allez voir, je suis persuadé que sur les 5 cases que vous allez mettre, il y en a une où vous allez vous dire « Mais en fait, je dépense énormément d'argent là-dedans. » mais ça ramène pas de mandat. Et là, vous allez libérer de l'argent et vous allez pouvoir commencer à créer de la croissance. Brice. Moi, je voudrais compléter ce que vous avez dit. Je suis entièrement d'accord avec vos propos. Je voudrais renforcer en ajoutant un point, parce qu'il se peut que pour certains professionnels ici, ce que vous dites, ça peut, quand on parle de canaux d'acquisition, notamment des digitaux, et je le sais, pour certains, c'est juste du chinois. C'est beaucoup trop. Ils ont bien fait de venir au Rennes, du coup. Non, mais... Et il y a un moyen qui est à la fois beaucoup plus simple et à la fois aussi très compliqué, c'est se concentrer sur une autre chose. On sait tous à quel point c'est compliqué de trouver des clients. Entre tous les efforts qu'on doit faire en prospection, quand on arrive en R1, on arrive en R2, la plupart du temps, on n'arrive même pas à convertir. Quand on arrive on obtient le mandat, c'est le soulagement. Mais souvent, le problème, c'est que là, on arrête. Alors que si, tout simplement, on se concentrait à faire vivre une expérience client incroyable aux vendeurs, pour faire en sorte que dans 5-10 ans, lorsqu'ils changent de projet, ils reviennent vers nous. Et c'est pareil lorsque vous avez des acquéreurs dans la transaction. Faites le calcul, si seulement vous faites 5 transactions par an, ça vous fait 10 clients en réalité. Ouais. Imaginez-vous en année 5, en année 10, s'il y en avait juste au moins 1 sur 2 qui revenait vers vous. Et ben vous vous poserez plus toutes ces questions de
Et c'est pour ça que je dis, je rentre pas en contradiction avec ce que vous avez dit, mais du coup, la gestion des KPI et des canaux est beaucoup plus facile. Quand c'est les clients qui viennent vers vous. Surtout, le coût d'acquisition, il est bien moins élevé. On est d'accord. Bien moins large. Mais c'est sous-estimé. Parce que souvent, on a la tête dans le guidon, la concurrence est féroce. On arrive, on obtient le mandat. Allez, déjà, il va falloir qu'on le sorte. Et on oublie le reste, alors que pour notre client, en réalité, au moment où le mandat est signé, c'est là où tout commence. Et même c'est comme dans un couple. On rejoint le why de Simon Sinek, c'est qu'au bout d'un moment, juste aller chercher des mandats, si c'est ça la satisfaction et le Graal génial, bah c'est pas dingue. Alors c'est cool, hein, ça fait des points dans un jeu vidéo, mais c'est pas ça qu'on va chercher, c'est la satisfaction des clients à la fin. C'est ça le... Donc limite l'obligation de l'agent immobilier, c'est d'avoir des Finalement, de ce que je satisfaits. comprends, la plus grosse compétence technique est un soft skill en fait. Non, mais moi, ça va changer la manière de faire l'expérience client. Puis il faut l'organiser parce que ça c'est facile à dire. Moi ça fait des années que j'essaye de fidéliser les clients de manière un peu industrielle entre guillemets pour éviter de compter que sur le commercial qui lui est capable de le faire VS le commercial qui est pas capable de le faire. Et en fait, c'est pas aussi simple. Quand tu parles d'expérience client, l'expérience client, c'est très compliqué parce qu'elle commence avant même qu'ils nous connaissent. C'est-à-dire que dès qu'ils nous voient sur les réseaux sociaux, son expérience client avec notre marque, elle commence là. Et puis après, évidemment, il y a quand ils nous rencontrent, etc. Mais déjà, quand c'est fini avec le client, quand on est passé chez le notaire, il faut déjà, à partir de ce moment-là, essayer de se dire qu'est-ce que je peux faire pour continuer à rester en contact avec lui. Et c'est pour ça que de savoir d'où viennent vos mandats, ça va vous servir, parce que si vous vous rendez compte que 30% de vos mandats, ça vient de votre réseau, et ben mettez du budget sur vos réseaux, invitez vos clients au resto, appelez-les, faites-leur des cadeaux, etc. Et l'acquisition de clients, elle sera beaucoup plus facile et beaucoup moins chère. Mais après, si je pense qu'on peut traduire ça en compétences, pour l'avenir, ça serait de se dire aujourd'hui, bon, une compétence de base d'un professionnel de l'immobilier, c'est tout ce qui est technique commerciale, et ça restera, mais je pense que c'est de tourner ça sur technique commerciale orientée expérience client. Pas se contenter d'aller plus loin que la rentrée du mandat, mais aller dans la technique commerciale, c'est pas juste convaincre le client de signer, c'est le convaincre et lui proposer derrière l'expérience VIP qui va vous permettre dans le temps de le fidéliser, d'avoir du bouche à oreille, de créer un réseau d'ambassadeurs. Ok. Idriss, tu voulais rajouter quelque chose ? Bah oui, en fait, je voulais finir, mais il m'a coupé, on n'a rien dit. Ouais, mais c'est pas grave. On va couper son micro. On va couper son micro. Dans les compétences, indépendamment de celles du conseiller immobilier, il y a aussi tout simplement les compétences. On est des professionnels de l'immobilier, ce qui englobe quand même beaucoup de métiers. Moi, pour fréquenter quand même beaucoup de conseillers immobiliers en visite au quotidien, je vois que des fois sur certaines questions, on est tous un peu légers. Je parle notamment, c'est quoi le montant des travaux, c'est quoi le délai, quelles sont les entreprises, quel type de travaux il y a à faire. Je parle même pas de l'aménagement et de la décoration. Ou quand on pose des questions, par exemple, sur les crédits, la fiscalité. Alors c'est vrai que ce sont des métiers aussi à part entière, mais nous, en tant que professionnels, même si on n'est pas censé être 100% expert là-dessus, on doit quand même avoir certaines bases, parce que nos clients, in fine, ils s'en remettent à nous. Alors soit on monte en compétence là-dessus, et moi ce que je vous conseille, en fait, c'est d'aller sur le terrain. Pour les travaux, la meilleure chose à faire pour apprendre, c'est d'aller voir ce qui se passe sur les chantiers. Pour tout le reste, si vous n'avez pas les compétences, c'est de vous diriger vers les autres professionnels qui constituent votre réseau et leur demander tout simplement qu'ils vous apprennent à leur contact justement les choses à avoir pour au mieux guider vos clients et le cas échéant, les diriger vers un professionnel quand c'est trop compliqué. Ok, donc si je comprends bien, l'agent de demain doit avoir des compétences vraiment de base sur tout le domaine juridique, fiscal, financier, etc. C'est déjà ses compétences d'aujourd'hui. Ouais, c'est ça, l'agent je immobilier pense qu'au-delà des travaux, et je t'envoie la balle, je pense qu'il y a un sujet aussi lié à l'écologie et l'économie d'énergie, qui est un sujet clé. Et là, je transfère à mon copain, parce que je sais qui voulait en parler. Non, mais c'est ce que j'allais dire, c'est que je pense que le sujet que tu abordes, c'est que moi, je vois l'agent immobilier comme une sorte de maître d'orchestre. Il y a tellement de choses à faire dans une transaction immobilière, tellement de choses à maîtriser, que c'est un peu comme le maître d'œuvre. T'es pas obligé de maîtriser le corps de métier dans le détail, mais il faut que ce soit bien fait à la fin. Donc tu es responsable de la connaissance de base, de bien comprendre et de vérifier que la personne que tu vas mettre dessus, elle sait faire. Tu es responsable de répondre aux questions de base du client et de lui trouver le bon expert. C'est ton rôle de lui trouver le bon expert, parce qu'on en parlait avec Florian, il y a un moment où si jamais il y a un problème avec le mec que tu as conseillé en travaux ou un problème de délai avec le notaire, c'est ton expérience immobilière à toi qui est touchée directement.
Et j'allais justement venir à ce sujet-là, de dire aujourd'hui, il y a toutes les compétences qu'on connaît déjà, donc la pathologie du bâtiment, maîtriser un peu d'urbanisme, de la fisca, de le juridique, il y en a énormément. Et demain, à mon avis, celle que je vois le plus venir et très très fort, c'est la maîtrise qui est liée à l'écologie, au bilan carbone, au DPE, même si le DPE peut être attaquable sur l'outil, la réalité c'est que les clients ils ont besoin de réponses à leurs questions sur ces sujets-là. Et à mon avis, la compétence qu'il va falloir le plus travailler dans les prochaines années et ajouter à toutes celles que vous devez déjà maîtriser, elle va être liée à la transition écologique. Par rapport au DPE, c'est déjà le cas parce qu'aujourd'hui, nous on a des clients qui sont bailleurs chez nous, qui louent un appartement et qui est classé en F. Ils savent qu'ils ne veulent plus monter les loyers, donc déjà ils nous posent des questions en mode « Bon Cyril, qu'est-ce que je fais ? Je fais des travaux, je le vends. » Là, nous, on a eu le cas, le client, j'ai calculé, en fait, il voulait pas faire des travaux, donc il voulait le vendre, mais s'il le vend, il se tapait 25 000 € d'impôt sur la plus-value. Du coup, avec ces 25 000 €, il peut faire les travaux. Et ça, c'est des compétences où on a dû réfléchir, il faut faire des devis de travaux, etc. Donc forcément, si on n'a pas ces compétences-là, les clients vont les chercher ailleurs. Donc en fait, comme on veut maîtriser l'expérience client, il faut que ça rentre dans notre... Ouais, et puis là, avec l'augmentation du prix de l'énergie, la question des charges lors d'un achat va se poser aussi forcément à un moment. Exactement. Parce que si ça continue comme ça, à un moment, quand ils vont regarder le prix et les charges liées, et c'est aussi aux professionnels de l'immobilier de pouvoir conseiller, de dire, OK, sur cette typologie de biens, il y a la possibilité de faire 15-20% d'économie sur les charges de telle manière, et voilà un coût estimatif de ce que ça peut coûter pour arriver à ça. Mais ça, c'est une objection, moi, que je suis persuadé que vous allez vous prendre là dans les prochains mois, prochaines années, sur la question des charges liées à l'énergie, parce que ça va être un gros sujet. Il faudra avoir des réponses pour lever des objections, en fait, tout simplement là-dessus. Idriss, je sais que tu voulais rajouter quelque chose. Oui, moi, c'est juste pour boucler la boucle. Les conseillers immobiliers, habituellement, quand on leur pose la question, est-ce que tu proposes une entreprise de travaux qui est capable de venir faire des devis, avoir un bon prix, une bonne qualité? La plupart, moi, me répondent, et je comprends tout à fait, parce que j'ai rencontré cette difficulté aussi. Ah ben non, c'est trop difficile, ils se déplacent pas, c'est chiant. Imaginez, pour votre client, nous, on est des professionnels de l'immobilier, et même pour nous, c'est compliqué. Pour vos clients, c'est juste la mer à boire. Donc il y a vraiment un axe de développement là-dedans. Si vous développez pas vos compétences, au moins allez chercher des gens compétents, parce que c'est vraiment un besoin qu'ont les clients, et que ce soit pour des travaux ou justement tous les enjeux de rénovation actuellement. Surtout que ça amène de la différenciation. Je me souviens, c'était il y a 3 ans, je discutais avec une agence immobilière en Belgique, ils étaient à Charleroi, et ils avaient intégré la partie travaux dans leur agence immobilière. En 3 ans, le mec avait pris 80% du marché. Parce qu'il avait l'expert en travaux qui venait, qui faisait les petites rénovations qui vont bien pour les gens qui ont le temps et qui veulent vendre plus cher. Il avait tout à disposition à domicile, et ça devient une différenciation en fait. On vient vous voir parce que vous avez cette compétence-là en plus. De la même manière que si toi, il y a une agence immobilière à côté de chez toi qui fait de l'éco-rénovation, qui était avant un truc ultra niché. Demain, cette agence immobilière-là, elle va exploser. Je pense qu'ils vont avoir 3-4 agences autour, parce que ça devient des super skills en fait, qui font la différence et qui font de la différenciation. Ouais, clairement, ils ont même poussé le truc plus loin, c'est que vu qu'ils se spécialisent dans les co-rénovations, quand ils ont refait l'agence, en fait, ils ont profité pour aménager l'accueil, la zone publique de l'agence comme une espèce de showroom de l'éco-rénovation sur lequel ils montrent un peu ce qu'on peut faire en termes d'éco-rénovation, et surtout les artisans qui ont travaillé dans la création de ce showroom sont les artisans qui recommandent dans l'éco-rénovation. Donc déjà, dès l'entrée, dès qu'on rentre dans l'agence, on est baigné dans cet univers où on sait qu'ils vont avoir des réponses à apporter, parce que déjà, ils ont fait la démarche de construire l'agence sur ce type de profil. Et ça fonctionne super bien, parce que la typologie de clients dans le quartier s'intéresse à ce sujet, donc vont naturellement les voir, alors que le concurrent, on va parler d'éco-rénovation, il va dire... je connais pas, je n'ai pas d'informations à vous donner. Alors que voilà, ils ont une vraie expertise, des vrais artisans avec lesquels ils ont pris le temps de bosser. Je pense que voilà, pour résumer, c'est un vrai point, parce que l'intégrer dans votre agence, nous, on a créé une entreprise de petits travaux qui s'appelle Madame est servie pour le petit nom. Mais même ça, en interne, c'est compliqué, parce qu'en fait, il faut qu'il soit dispo, il faut qu'il sache tout faire, etc. Mais l'avoir en interne, c'est très compliqué. Par contre, recherchez sur les pages jeunes ce que vont faire vos clients en fait. Si vous leur faites visiter un appartement qui leur plaît, ils vont le faire. Sauf que le temps qu'ils le fassent, que le mec se déplace, etc., il va se passer 3 semaines, 1 mois, ça se trouve, l'appartement il sera vendu par un concurrent. Donc en fait, il faut
que vous le fassiez, vous cherchiez une entreprise avec qui vous avez un bon feeling. Et cette entreprise, en plus, elle va aussi vous apporter des indices et des mandats parce que elle fait aussi du boulot en dehors de vous. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment une spirale qui est positive. Et aujourd'hui, avec l'éco-rénovation, avec le DPE qui évolue, etc., ça sera quelque chose d'indispensable. Si on revient sur le thème de 2030, ça, par contre, je pense que c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui est incontournable. En tout cas, vous ayez ces contacts-là déjà prêts et déjà réactifs. C'est vraiment hyper intéressant. Et moi, je retiens une chose que tu as dite, Vincent, c'est les compétences techniques d'aujourd'hui seront les éléments de différenciation de demain. Et ça, je trouve ça fort. C'était même pas préparé, j'imagine, non? Ok, top. Ça sort comme ça. C'est son côté punchliner, Orelsan. Vraiment excellent. Mais finalement, on a vu les compétences humaines, on a vu les compétences techniques. C'est un peu les deux éléments que je voulais voir aujourd'hui, les deux éléments principaux. On va pouvoir conclure et je veux vous laisser la parole. 13 minutes. Hein. Comment ça, c'est le timer qui te dit quand tu dois dire. Je vois. Je respecte le timing. T'inquiète pas, je gère. Donc oui, qu'est-ce que vous pouvez dire en petit mot de la fin? Et puis moi aussi, j'aurai mon petit mot de la fin. J'ai quelques stats, des éléments assez intéressants à vous partager. Donc voilà, il va falloir être rapide. Je vous le dis, sinon je vais vous couper. Au moins votre micro. Donc je te laisse la main, Cyril. D'accord. Bah après, je sais pas. C'est un sujet qui mériterait des heures de discussion parce que là, on va vite et puis on voit que quelques termes. Mais grosso modo, moi, je ferai un résumé de ce qui a été dit. Enfin, on entend beaucoup de choses. Là, vous êtes dans un salon Rent où il y a énormément de technologie, il y a énormément d'entreprises, il y a des petits stands, des gros stands, etc. Et des fois, ça peut paraître énorme tout ce qu'on a à faire. Si vous faites tout le tour, ça va de la signature électronique, la visite virtuelle. Enfin voilà, on part dans tous les sens et on se dit, punaise, aujourd'hui pour faire mon métier, alors que moi, ce que j'aime, c'est être face à des gens qui ont un projet, qui ont besoin de moi pour vendre, besoin de moi pour acheter. Ça peut paraître très très vaste. En fait, il faut simplifier ça et déjà, il faut que vous fassiez ce que vous aimez. Parce que vaut mieux être performant dans ce qu'on sait faire que essayer de tout faire en même temps. Maintenant, pour des petits trucs très simples, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est déjà savoir d'où viennent vos mandats, c'est indispensable. En fait, voilà, si demain vous avez un potager, il faut savoir quel légume produit le plus. Enfin, c'est la base de votre métier. Et ça, souvent, c'est pas fait. C'est-à-dire qu'en fait, on prend les mandats comme ils viennent, on les traite et puis on passe à autre chose parce qu'on a la tête sous l'eau. Donc, savoir d'où viennent vos mandats. Ensuite, fidéliser vos clients pour que derrière, plutôt que d'aller chercher des nouveaux clients porte à porte en pige, en fait, on a déjà tout ce qu'il faut dans nos clients. Comme disait Idriss, même 5 ventes par an, ce qui est un minimum dans notre métier, hein, ça rapporte 10 clients. Ces 10 clients, ils ont forcément des connaissances, des amis, etc. Il y a une personne sur 10 qui a un projet immobilier en France. C'est des vraies stats. Alors, ça peut être un projet de résidence secondaire, ça peut être de la défisque, la résidence principale, plein de choses, de la location. Mais en tout cas, il y a une personne sur 10. Donc, si chacun de vos clients vous envoie 10 contacts, ça vous fait déjà, même avec 5 ventes, ça vous fait 100 contacts pour l'année à venir. Donc déjà, ça, c'est énorme. Donc, il vaut mieux se concentrer là-dessus, savoir d'où ils viennent et où ils vont. Et après, derrière, les travailler sereinement plutôt que d'essayer de partir dans tous les sens et puis faire les choses que vous aimez. Parce que si on n'aime pas faire de la data, en fait, vous allez changer de métier parce que vous n'avez pas signé pour ça. Donc, en fait, il faut vraiment se concentrer là-dessus. Parfait. Je passe la parole à Florian. Tu veux... Ouais, mais pour rebondir, je pense qu'effectivement, toutes ces solutions technologiques, en fait, elles doivent vous servir qu'à une chose, c'est vous dire qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'aime pas faire, et sur ce que j'aime pas faire, quelles solutions technologiques je peux mettre en place. Et je pense que c'est pas mal ça aussi l'enjeu de demain des professionnels de l'immobilier. C'est de savoir dans quoi piocher, quel est un peu le mix parfait d'outils. Nous, je sais qu'on nous le demande tout le temps avec Vincent, c'est quoi les 3 outils que tu nous recommandes pour catapulter mon agence immobilière? On est comme, mais en fait, ça dépend tellement de ce que tu as envie de faire. Il n'y a pas de recette magique ou d'outils technologiques. C'est pour chaque agence savoir s'adapter en fonction de ses forces, de ses faiblesses, de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on n'a pas envie de faire. Et je pense que ça, c'est important. Pour moi, l'enjeu clé, ça reste je pense, de sensibiliser les générations futures de professionnels de l'immobilier sur la fidélisation client. Moi, combien de fois j'ai entendu des professionnels de l'immobilier me dire que la fidélisation client n'existait pas dans l'immobilier. Et je pense que c'est la plus grosse erreur qui est faite. Au final, quand il y a un portefeuille client qui est travaillé dans le temps, on le voit, c'est les agents qui performent, c'est les agents qui travaillent dans le temps avec leurs clients. Donc peut-être sensibiliser plus les jeunes générations. Alors, c'est sûr que quand on commence, on veut vite avoir des ventes, on n'est pas dans l'objectif de fidélisation, on veut closer. Mais l'enjeu, c'est que tous ceux qui réussissent dans l'immobilier, tous ceux qu'on rencontre, nous, qu'on appelle des top performers ou des super agents,
ils ont un réseau de fous et ils travaillent avec les anciens clients dans le temps, pendant toute leur carrière. Et c'est ça le secret, quoi. C'est pas que c'est des tueurs au téléphone à faire de la pige ou quoi que ce soit. C'est juste qu'ils Effectivement. ils ont fait ce travail, Je quoi. suis désolé, je vais te couper. On va finir avec vous deux. 1 minute chacun, comme ça j'ai le temps de faire ma petite conclusion. Et Très rapidement, moi, c'est aussi ma philosophie. Ne pas rester sur ses acquis, se remettre tous les jours en question. Puis comme ça, peu importe ce qui se passe autour de vous, si vous faites ça, tout ira bien pour vous. Voilà. Cool, j'ai un peu plus de temps. Non, mais moi je rebondis là-dessus. Je pense que le vrai sujet, effectivement, c'est de savoir ce qu'on aime. Je pense que le point, c'est que vous pouvez pas tout faire. Il y a un minimum de maîtrise à avoir dans certains sujets, et je pense que ça part de votre positionnement. Qui vous êtes et qu'est-ce que vous voulez apporter aux clients. Et je pense que pour chaque positionnement, il y a des clients. Il y a des positionnements, il y a moins de clients que d'autres, bien évidemment. Mais l'idée, elle part de là. Et à partir de ce moment-là, de construire vraiment, et je pars vraiment là-dessus, du process. Si on doit parler des compétences de demain, il y a la maîtrise du process qui rentre en compte, de savoir comment vous amenez de la valeur aux clients, comment vous amenez les clients à vous, qui comprennent la valeur que vous leur apportez et comment vous leur amenez ensuite. Et après, on met des outils en place, après on met des automatisations, après on monte en compétences sur certains sujets, on rajoute des choses en interne parce qu'on est spécialisé dans les travaux, on est spécialisé dans l'éco-rénovation, et là c'est des choix que vous devez faire pour prendre du plaisir dans ce que vous faites. Et ensuite, il y a tout un tas de compétences que vous devez maîtriser à côté, parce que malheureusement vous êtes agent immobilier, donc il faut que vous maîtrisiez tout un tas de choses. Mais il y a quelque chose qu'on me répondait il y a pas longtemps, c'est une des grosses compétences de l'agent immobilier, c'est de savoir s'entourer. C'est de savoir avec qui on bosse. Bon, la base déjà, prenez des notaires qui sont réactifs et qui traitent bien les clients. Et une fois que vous avez trouvé ça, parce que c'est un passage obligatoire, vous pouvez vous entourer vraiment de toutes les compétences. Elles existent sur le marché, comme on le disait, il y a beaucoup de vos compétences où c'est des vrais métiers. Et ça, la capacité à savoir s'entourer et sélectionner les gens avec qui on travaille, c'est quelque chose qui fera la différence dans les années à venir, où je pense qu'il va se rajouter énormément de compétences à maîtriser au fur et à mesure du temps. Parfait, merci beaucoup à tous. Moi, je vais conclure du coup, et je voulais conclure en revenant sur cette différence entre compétences techniques et compétences humaines. Pour moi, ça reste quand même hyper important d'avoir des compétences humaines, parce que finalement, avec les bonnes compétences humaines, on peut connaître et rattraper toutes les compétences techniques nécessaires, alors que l'inverse n'est pas forcément possible. Donc, essayez le plus possible, pour moi, si j'avais un seul conseil à donner, c'est de travailler sur ces compétences humaines en priorité, et par la suite, de les compléter avec des compétences techniques qui seront beaucoup plus facilement assimilables. Voilà, c'est ma conclusion. Elle est très bien. Ah ben parfait, j'avais même pas travaillé. J'ai des idées comme pour ça. la suite. Comme ça. Je te laisse dire. Bravo Cédric. Parce que là, le jingle part que dans 1 minute 3, je te l'avais dit. J'avais laissé une petite minute bonus. Non, mais j'ai quelque chose à dire. Si j'ai quelque chose à dire sur, Et- j'ai quelque chose à dire sur les compétences de demain. Vous avez plein de conférences où on va vous expliquer c'est quoi les compétences de demain. J'ai pas regardé exactement ce que font tous les autres, mais ce que je peux vous dire, c'est que demain, nous on intervient à 10h avec Florian, justement, où on fait une étude des 15 startups les plus prometteuses de la PropTech, pour vous montrer ce sur quoi ils travaillent et comment ils veulent révolutionner l'immobilier, pour que justement vous puissiez piocher et comprendre quels sont les enjeux de demain et les compétences de demain. Et pour ceux qui sont plus ancrés dans aujourd'hui, on a une deuxième conférence demain à 14h30 où on a interrogé 1000 professionnels de l'immobilier et on a identifié quelles étaient les méthodes sur lesquelles il y avait une différence entre ceux qui surperforment et ceux qui font les fameuses 5 ventes par an pour pouvoir survivre dans ce métier. Donc voilà les deux choses à voir. Et puis vu qu'il me reste 8 secondes, je vous invite tous à 16h. Il y a le bar Imo 2 qui sera ouvert. Et donc que vous venez boire une bière gratuitement chez nous. Et ben merci à tous. Merci à tous.